Voilà. Donc, bienvenue Virginie Bessis-Mermet au CGJ, Cercle de généalogie juive. Pour des raisons sanitaires, nous sommes en Zoom et nous, Mémorial de la Shoah, qui nous accueille pour les conférences mensuelles. Ta conférence résonne fortement en lien avec ce lieu hautement symbolique. Tu as choisi en effet d'orienter ta conférence sur les traumatismes laissés par la Shoah. J'ai souhaité t'inviter après t'avoir entendu lors d'une conférence sur la psychogénéalogie dont tu es une pionnière. Depuis 1985, ton métier était alors l'enseignement, tu es professeur agrégé. Tu as travaillé sur environ 2000 arbres généalogiques en France métropolitaine et en Guadeloupe, au Brésil, au Canada et aux États-Unis. Tu as souhaité que je présente ta démarche. Je vais essayer de le faire, j'espère que je serai suffisamment exacte. Dans l'analyse transgénérationnelle que tu pratiques, au-delà de l'histoire de la famille, il t'a paru important de savoir quels étaient les courants spirituels et idéologiques des familles concernées. Pour aller plus loin dans l'aide thérapeutique, tu exerces comme thérapeute. Il faut le rappeler, tu t'es rendu compte qu'il ne fallait pas seulement savoir pourquoi le patient souffrait, mais aussi pouvoir l'aider à résoudre et puis dépasser cette souffrance. Tu as recours à la PNL, programmation neurolinguistique, j'espère que je prononce comme il faut, et à la méthode d'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire à une analyse qui va chercher les racines de la difficulté de la personne dans son arbre généalogique. Là, tu as précisé qu'il s'agit de l'arbre généalogique sur 4 générations. Et tu as tenu aussi à préciser que ce travail d'éveil, c'est le terme qui te plaît, je crois, ce travail d'éveil libérateur est une enquête à deux. Voilà, j'espère avoir résumé cette démarche qui est la tienne. Je vais maintenant te laisser la parole. Donc, après la conférence, vous pourrez, vous qui êtes là, adhérents du CGJ ou non encore adhérents, n'hésitez pas à adhérer et à nous rejoindre. Donc, vous pourrez poser des questions ou bien sur le chat ou bien oralement. De vive voix, ce serait quand même un petit peu plus vivant. La conférence sera enregistrée sur la chaîne YouTube du CGJ, mais pas les questions et les réponses. Pas les questions. La prochaine conférence, qui normalement devra avoir lieu en présentiel, le 3 février, même jour, même heure, portera sur les déportés juifs du camp de Mittelbau-Dora, c'est-à-dire le camp extérieur de Buchenwald, et ce sera présenté par Laurent Thierry, historien, qui a dirigé cet énorme livre, le livre mémorial sur les 9000 déportés de ce livre. Virginie, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Claire, merci de m'avoir invitée. Nous sommes ici réunis ce soir par Zoom. Nous devions être réunis en présentiel au mémorial de la Shoah. Shoah, 5 petites lettres. Phonétiquement, le mot commence par un chuchotement, Shoah, et il se termine par un expire. Ah. Mais dans le bruit et la fureur, ce fut une apocalypse. Des vies saccagées, des talents massacrés, tant de souffrances individuelles, familiales, et aussi quand on y pense, quelle perte pour le monde. Des artistes, des musiciens, des poètes, des savants, des Einstein, des sourires, des caresses disparus, partis en fumée. Rescapé de l'enfer, Martin Gray a écrit ceci. Chaque homme est un univers. Quand il meurt, tout meurt et tout se prolonge. Tout se prolonge, oui. Saccager des vies, saccager une vie, c'est saccager des vies. Le disparu n'emporte pas sa souffrance avec lui.
Longtemps après lui, elle reste vivante. Elle continue à agir et à gâcher des vies, la vie de ses descendants. Plusieurs témoignages racontent cette souffrance transgénérationnelle sur 2, 3, 4 générations. Elle se traduit par un mal-être profond dont on ignore parfois la cause, l'origine. Paola del Castillo a écrit « Le symptôme parle alors à la place de quelqu'un qui n'a rien dit ». Dans son livre « Venir après », Danielle Laufer a recueilli une vingtaine de témoignages de personnes qui ont grandi comme elle dans le traumatisme de la Shoah. Elle a écrit cette phrase qui vaut pour tous les descendants de victimes, de toutes sortes de victimes de toutes sortes d'atrocités dans l'histoire, sur tous les continents et malheureusement jusqu'à aujourd'hui encore. Danielle Laufer a donc écrit « J'aurais voulu qu'on me console de souffrir autant d'un événement qui ne m'était pas arrivé et que je ne comprenais pas. Souffrir autant d'un événement qui ne m'était pas arrivé et que je ne comprenais pas. Cette souffrance qui vient d'ailleurs, de loin, est généralement ressentie autant au niveau du corps que de l'esprit. Cauchemar, difficulté à vivre, sentiment d'insécurité, d'illégitimité, angoisse, peur sous la douche, peur du noir, images terribles et précises, culpabilité, honte, échec et suicide même. Comme par exemple celui raconté par l'écrivain Camille de Toledo dans son roman autobiographique Thésée, Vie nouvelle. L'écrivain évoque le suicide de son frère et il interroge « Qui commet le meurtre de celui qui se tue? Qui commet le meurtre de celui qui se tue ?» Nous verrons dans un moment que pour le chercheur Nicolas Abraham, c'est l'effet de ce qu'il décrit comme un fantôme qui siège dans l'inconscient d'un descendant à l'insu de celui-ci. Alors, tout se prolonge, oui. Le passé vit dans le présent, en dépit des secrets, en dépit des non-dits de ceux qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas pu dire l'indicible parce que c'était indicible, ou par culpabilité, par pudeur, pour protéger leurs enfants aussi, et bien sûr, pour tenter d'oublier et revivre. Le passé vit dans le présent, en dépit du silence des absents martyrisés, mal enterrés, silencieux à tout jamais. Ce passé vivant s'exprime donc au-delà des mots, des paroles. Il est sensible, sous-jacent, perceptible dans certains comportements, certains regards, dans des silences, des attitudes, des réflexions qui intriguent, qui questionnent. Les descendants des victimes développent une hypervigilance. Ils cherchent à décoder chaque petit indice qui leur paraît significatif, porteur de sens. Ils ont des intuitions, ils pressentent. Selon les mots d'Anne Ancelin Schutzenberger, qui est la mère de la psychogénéalogie, ils pressentent la prégnance d'un événement qu'on ne peut ni raconter ni oublier, le signe de quelque chose qui veut se dire pour être enfin réglé. Dans le livre « Un secret » de Philippe Grimbert, dont on a tiré un film que vous avez probablement vu, un petit garçon chétif, né en 1948,
donc après la Deuxième Guerre mondiale, vit un profond mal-être. Et il s'imagine un frère très présent. On lit cette phrase dans le livre. « Fils unique, j'ai longtemps eu un frère. » Un jour, dans le grenier, il découvre un vieux doudou qu'il adopte et à qui il donne un prénom. Quel prénom? Celui même d'un frère dont on lui a toujours caché l'existence et qui est mort dans les camps. Comment ne pas croire à l'inconscient? À l'adolescence, une voisine lui révèle enfin le secret, c'est-à-dire l'histoire de sa famille, le passé de ses parents pendant la Shoah, le sort de ce frère. Et alors, informé, il retrouve enfin la paix mentale et vit enfin une vie meilleure. Ça explique pourquoi, adulte, ce petit garçon est devenu pédopsychiatre. Pardon. Nicolas Abraham, chercheur au CNRS, psychanalyste, philosophe, a développé le concept du fantôme transgénérationnel. Fantôme dont il dit qu'un signe majeur est un sentiment d'inquiétante étrangeté. Il a travaillé sur les traumas causés par des catastrophes individuelles ou collectives et sur les influences transgénérationnelles, les deuils impossibles, les effets des secrets de famille à travers les générations. Certains de ses clients lui paraissaient, dit-il, comme possédés par un fantôme sortant d'une crypte et qui se manifestait et physiquement et psychiquement. Il a défini ce fantôme comme, je le cite, une formation de l'inconscient résultant du passage de l'inconscient d'un parent à l'inconscient d'un enfant. Ces diverses manifestations du fantôme, Nicolas Abraham les a appelées hantises. Elles indiqueraient, je le cite encore, les effets sur le descendant d'une blessure ou d'une catastrophe advenue chez un parent ou ancêtre. Selon lui, le fantôme qui revient hanter est le témoignage, c'est très fort ça, est le témoignage de l'existence d'un mort enterré dans l'autre, c'est-à-dire d'un mort enterré dans ses descendants. Il parle donc de l'unité duelle de la personne hantée, habitée par le fantôme, et de la crypte, crypte au sein du moi, où réside un vécu indicible, inavouable ou un secret. Le sujet hanté est alors contraint, dit-il, à des conduites réactionnelles, du fait de la présence de ceux ou de ces étrangers installés dans son inconscient. Conduites réactionnelles qui sont des tentatives pour tromper ou paralyser pour un temps le fantôme qui dérange tant. Alors, que faire pour se libérer? Excusez-moi. Nicolas Abraham soutient que, vraisemblablement, ce qu'il appelle l'effet de fantôme s'atténue progressivement au cours de sa transmission d'une génération à une autre et pour finir par s'éteindre. Mais faut-il attendre, subir ou exhumer et travailler le secret du fantôme pour vivre mieux et aussi, comme l'a écrit Daniel Laufer, je la cite, pour ne pas infliger à nos enfants ce que nous avons vécu. Pour Anne-Ancelin Schutzenberger, je répète, c'est la mère de la psychogénéalogie, l'enjeu est de sortir enfin du chaos, de l'impensé, de l'indicible, du non-dit et d'assumer son histoire familiale et son passé. Pour se libérer d'un héritage aussi lourd, il faut donc que le secret, l'événement traumatique, soit éclairé, révélé, mis à jour pour être mieux mesuré
pour être réparés et pacifiés, mis à jour pour comprendre ce qu'il se passe en nous, pour ne pas demeurer le jouet d'un mal-être dont on ignore la source et qui exige, pour disparaître, des explications claires. Dans son roman Thésée, Camille de Toledo décrit, je le cite, son déséquilibre de vivre. Son corps, dit-il, ne le porte plus. Il sent qu'il porte un poids trop lourd pour lui. Il appelle ça la charge du survivant, qui oblitère son présent et le prive d'avenir. Alors, il se lance dans une enquête pour découvrir l'origine de ses maux physiques, de son lourd héritage de peur et de secrets, pour connaître l'histoire des ancêtres qui vivent en lui. Il veut aussi découvrir ce qui, du fond de son histoire familiale, a poussé son frère à se pendre. Cette charge du survivant a été très clairement illustrée par Francesca Cappellini et je vous la montre, cette illustration. En épigénétique, on sait que les traumatismes se transmettent et, très important, transforment l'ADN des descendants. Des expériences ont prouvé, par exemple, qu'un stress thermique sur certains vers peut s'observer jusqu'à la 14e génération. Ce qui est très rassurant, c'est que ces transformations de l'ADN dues à des traumatismes, à des stress, sont réversibles. Alors, parenthèse fermée, comment découvrir le secret ou l'événement traumatique? Comment faire? Comment savoir? Ce n'est pas toujours facile. On sait que certains survivants de la Shoah n'ont pu parler qu'à leurs petits-enfants. Par ailleurs, si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas dire, il faut absolument respecter cela, sous peine de causer des dégâts extrêmement graves chez la personne enfermée sur son secret. Alors, que faire? S'informer, lire. On apprend beaucoup par les témoignages de personnes ayant subi un sort similaire. Faire, si on le désire, si on veut, un travail thérapeutique, l'enquête psychogénéalogique et l'analyse transgénérationnelle permettent un travail qui mène à la libération et à l'épanouissement personnel. L'important, c'est vivre et vivre bien. On ne peut pas faire revivre les victimes. On ne peut pas gommer ce qui a existé, mais on peut trouver la paix et avancer, sans oublier, mais sans prolonger la souffrance, car il est dans la nature ontologique de l'homme de se comporter en sujet, non pas en victime, en sujet. L'être humain doit répondre aux différentes questions que sa vie lui pose. Il a le pouvoir et la responsabilité de décider de ce qu'il sera. Alors, victime ou auteur de sa propre vie. Pour réparer le passé, on peut poser des actes symboliques. Par exemple, dans le dernier film de Almodovar, des villageois recherchent un charnier dans lequel se trouve le corps de leur frère, de leur fils, de leur père, grand-père, disparus, victimes des atrocités de la guerre civile espagnole. Pourquoi rechercher ce charnier? Par besoin de donner aux morts des sépultures dignes, et ce faisant, pour permettre enfin aux vivants de faire leur deuil et de vivre en paix, en laissant les morts reposer avec les morts. C'est la grandeur de l'homme de poser des actes symboliques pour enterrer les morts qui n'ont pas de tombe. Ainsi, en 1951,
Hersch Fenster a publié un livre d'art et de souvenirs, d'histoire, publié en yiddish, un véritable mémorial qui rend hommage à la mémoire de 84 hommes et femmes artistes, peintres, sculpteurs, illustrateurs de l'école de Paris, qui furent déportés et dont l'œuvre fut en partie détruite. Dans ce livre, nos artistes martyrs, ils racontent leur parcours et fait revivre leur petit shtetl disparu du Montparnasse des années 1920-1930. Ainsi aussi, le poignant poème de Chagall de 1950, écrit en préface de ce livre, qui donne une tombe symbolique à ces artistes. Écoutez-le, cherchez à l'entendre lu, ce poème de Chagall, par Michel Zlotowski sur YouTube. À la fin de la conférence, je vous donnerai toutes mes références, vous pourrez les noter. Réparer le passé, c'est donc opérer un double mouvement paradoxal. Souviens-toi de tes pères, et pourtant, va, quitte ton père et ta mère, pour que tes jours se prolongent, pour vivre. Il faut libérer les forces de la vie qui sont là, en nous tous. Libérer les forces de la vie et chercher avant tout quelles sont nos raisons de vivre. Car celui qui a un pourquoi qui lui donne un but peut vivre avec ou malgré n'importe quel comment. C'est une phrase de Nietzsche. Telle cette mère dont les 9 enfants ont été assassinés par les nazis. De son drame, elle a conçu sa mission sur la Terre. Elle a pris en charge un orphelinat pour donner à des enfants sans parents ce qu'elle, privée de ses enfants, avait à donner. Pour Viktor Frankl, un autre rescapé très célèbre des camps, l'homme peut, en toutes circonstances, choisir son attitude et être responsable de sa vie. Adopter une attitude positive et digne, même face aux souffrances et à la mort. Réparer le passé, c'est donc cesser de le subir. Comme Martin Gray qui a dit « En soi, seulement en soi et par soi, on peut décider de vaincre le désespoir de la mort. » Et il a ajouté « Car l'homme, s'il est lié au passé, est aussi un avenir. Et croître pour un homme, ce n'est jamais oublier ce qui précède, mais le connaître et s'en dégager. S'en dégager. Pour s'en dégager, on doit d'abord lutter contre le réductionnisme. Ne pas réduire les victimes à ce que l'on a fait d'elles. Découvrir qui étaient ces hommes, ces femmes, ces enfants avant l'épreuve. Découvrir leurs talents, leurs qualités, leur mode de vie, leurs valeurs. Qu'est-ce qui les animait? Quels bons moments ont-ils vécu? Recueillir des anecdotes, découvrir quels étaient leurs bonheurs, leurs passions, leurs espoirs de personnes bien vivantes. Et s'interroger. Ces qualités vivent-elles en sourdine en moi, leurs descendants? Il faut les découvrir et les réveiller en soi, les exprimer pleinement. Ce sont les ressources et les cadeaux qui nous viennent de notre arbre généalogique. Notre héritage est fait de souffrances, mais aussi de trésors. Vivre sa vie. La victoire et la grandeur de l'être humain sur les bourreaux et les barbares, c'est vivre. Arrêter là les dégâts, en finir avec les forces de destruction. Jung a écrit « La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir, et c'est évident. »
Alors vivre, c'est avancer, c'est construire, se donner des buts, avoir des relations sociales enrichissantes, mener une vie pleine de sens, créer, œuvrer, aimer, agir. C'est ce qu'ont fait certains rescapés célèbres. Je vais en citer 3 parmi tant d'autres. Viktor Frankl, très peu connu en France, mais très connu dans le reste du monde. C'était un très grand psychiatre viennois, neurologue, chirurgien du cerveau et le fondateur de la 3e école viennoise de psychothérapie. Survivant des camps où il a passé 3 années et il a perdu tous les siens, il a développé la logothérapie à peine libéré des camps. Cette méthode thérapeutique singulière prend en compte, et c'est la première et la seule, la dimension spirituelle de l'homme, ses capacités d'autodépassement, d'autotranscendance et son besoin essentiel de mener une vie qui ait du sens. La vie de Viktor Frankl et son œuvre ont été remarquables, à tel point que, c'est une anecdote, lors d'une visite au Vatican, c'est le pape lui-même qui lui a demandé de le bénir. Deuxième exemple remarquable, Élie Buzyn. À 15 ans, il a vu son frère tué sous les yeux de sa mère. Il a vécu l'exécution de ses parents et il a été déporté à Auschwitz, puis contraint de marcher jusqu'à Buchenwald. Il a failli être amputé de ses 2 pieds qui étaient gelés. Par la force de l'esprit, il a réussi à se sauver de la salle d'opération et à échapper à cette amputation. Pendant 50 ans, avant d'écrire et de témoigner, avant de parler, avant de donner des leçons de courage et de force mentale, comme il le fait, il a gardé le silence. Mais qu'a-t-il fait pendant ces 50 ans? Il est devenu, curieusement, chirurgien orthopédiste, lui qui devait être amputé de ses pieds. Et lui qui ne pouvait pas marcher à cause de ses pieds gelés, est devenu marathonien. C'est ce qui s'appelle transformer ses difficultés en victoire. Encore une fois, c'est la grandeur de l'être humain. Très sensible à l'injustice et à la souffrance, il s'est énormément investi pour réparer ou apaiser la souffrance des cibles du nazisme. Par exemple, la souffrance des malades psychiatriques, des personnes âgées, des témoins de Jéhovah. Sa vie est une leçon de courage et le titre de son livre, tout un programme. J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre. Martin Gray, enfin, pour finir, est un vrai sage. Ancien déporté, ses parents et sa famille ont disparu pendant la Shoah. Puis, comme si c'était insuffisant, il a vécu une autre épreuve, un drame. Sa femme et ses enfants sont morts brûlés, vifs, dans un incendie. Toutes ces épreuves, il les a mises au service d'un enseignement profondément humain pour stimuler et libérer les forces de vie, je cherche le livre, les forces de vie qui sont, selon lui, en chacun de nous. Il a écrit beaucoup de livres extraordinaires. Il a donné du sens à sa vie et à ses épreuves en se consacrant à la défense de la personne humaine et de la nature. Et il a écrit un petit poème que je vais vous lire. Être fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans sa douleur. Il faut continuer de creuser son sillon, droit et profond, comme ils l'auraient fait eux-mêmes, comme on l'aurait fait avec eux, pour eux. Être fidèle à ceux qui sont morts, c'est vivre comme ils auraient vécu et les faire vivre en nous et transmettre leur visage, leur voix, leur message aux autres
à un fils, à un frère ou à des inconnus, aux autres, quels qu'ils soient, et la vie tronquée des disparus, alors germera sans fin. Le poids de la Shoah a pesé très lourd aussi sur certains descendants de nazis. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de voir le documentaire extraordinaire de Michael Greenspan. Michael Greenspan, qui a fait un documentaire intitulé « Descendants de nazis, l'héritage infernal ». Comment vivre avec cette culpabilité, avec cette honte. Certains Allemands, je vais citer des choses que Michael Greenspan m'a enseignées. Certains Allemands ont quitté l'Allemagne aussitôt après la guerre pour créer une communauté allemande en Israël, pour apporter leur force à ce pays et réparer autant que possible les crimes nazis. Leurs enfants nés en Israël ont choisi de devenir juifs. D'autres Allemands ont ressenti le besoin de créer en Israël des instituts pour handicapés mentaux, des maisons de retraite pour les rescapés de la Shoah. Plusieurs décennies après le nazisme, des jeunes de 18-20 ans, la troisième génération, endossent la responsabilité de leurs ancêtres et passent une année de leur jeunesse en Israël pour prendre soin 2 fois par semaine des très vieux rescapés de la Shoah dans leur maison de retraite ou pour faire des traductions de documents à Yad Vashem, etc. Mais le plus important que m'a fait découvrir donc Michael Greenspan dans son documentaire que l'on peut acheter sur Arte, c'est que certains descendants de nazis ont choisi de se convertir au judaïsme et de vivre en Israël. Il y a donc en Israël des juifs pratiquants israéliens qui se nomment Himmler, Goebbels, Göring. Ils ont ainsi donné à des nazis une descendance juive israélienne. En conclusion, je vais encore citer Martin Gray. Est-ce rester fidèle aux siens que de vivre replié sur le malheur? Vivre, ce n'est pas oublier, ce n'est pas trahir la mémoire des martyrs, mais c'est résister aux forces de destruction. Il faut tout faire pour en finir avec la souffrance, apaiser les fantômes, enterrer symboliquement les morts, pour léguer aux jeunes générations un arbre généalogique sain, vivant, apaisé, créatif. C'est une victoire sur soi-même et c'est une victoire sur les bourreaux. C'est un devoir. La vie doit gagner. Je vais encore citer Martin Gray. Le passé peut être un mal pour l'homme. L'homme ne peut nier ou effacer le passé. Il le porte toujours en lui, gravé. C'est son histoire personnelle, unique. Mais il doit s'y adosser, prendre appui sur cette expérience pour s'en éloigner, sans trahir et sans oublier. Parce que la vie, c'est la marche vers l'avenir et il faut faire confiance à ce qui viendra. Donc, en conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons choisir d'aller de la nuit vers le jour, de l'ombre vers la lumière, car la vie continue, heureusement. Merci de m'avoir écouté.